La vente est un jeu de manipulation. Il faut le faire en respectant des règles, des clauses, mais il faut le faire en étant authentique. En ne promettant pas quelque chose que la personne n'aura pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je vous dis que la chemise que vous avez portée, ce n'est pas du vrai blanc, et que je peux vous vendre une chemise blanche, en pur coton, à 100%, à 2 fois moins le prix auquel vous avez acheté celui-là. Vous me croiriez, jusqu'à ce que je vous apporte la chemise. Et il suffit que quelqu'un dans votre entourage vous dise, cette chemise blanche-là, elle est belle. Lorsque je reviendrai vous voir, que je vous vendrai cette chemise 200 francs plus cher, vous l'achèterez. Parce que j'ai influencé votre notion de la qualité. C'est de la manipulation. Et c'est ce que font au mieux les communicateurs. Le métier du commercial est un métier passionnant. C'est un métier d'homme. C'est un métier d'interaction. Le simple fait de savoir que tous les jours, vous avez la possibilité de rencontrer des personnes d'horizons différentes, de classes différentes. Aussi bien un vendeur du coin de la rue qu'un patron de grande entreprise, c'est déjà une motivation pour moi. Parce que l'opportunité m'est donnée de construire derrière un réseau d'interaction, de connexion, un portefeuille assez important qui m'est utile après. Et c'est ce qui me motive dans ce secteur d'activité. Lorsque je dois aller voir un client pour négocier une affaire de 100 millions, 200 millions, je ne réfléchis pas à ce que je vais lui dire. Je réfléchis plutôt au piège qu'il peut me tendre dans cette négociation. Il peut bien accepter de débourser les 100 millions cash, mais me contraindre sur le délai de livraison. Bienvenue sur Mototo, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui osent, inspirent et transforment. Ici, nous parlons de la vie, des défis, de déclics et de transformations personnelles. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous bien. Mototo commence maintenant. Merci, je me nomme Nuvi Kojo Adodobiova, ou Jonathan Nuvi pour les proches. J'ai à mon actif une quinzaine d'années de pratique commerciale. J'ai eu à collaborer au sein de différentes entreprises, aussi bien des PME, des startups, que des entreprises corporées, des grands groupes bâtis dans la sous-région. Et mon activité, mon expérience a été construite autour de plusieurs thématiques. Tout d'abord, l'encadrement et la formation des commerciaux. J'interviens également dans la mise en œuvre de politiques et la déclinaison des stratégies commerciaux et dans leurs évaluations. Je peux vous rappeler ma première vente que j'ai eu à faire, ma toute première vente. Je devais être en classe de CE2, j'étais avec un de mes cousins. Et les mardis à midi, on avait la possibilité d'aller voir ma mère au marché. Parce qu'on était seul à la maison à midi, 14h, on s'ennuyait. Donc on allait la voir. Première semaine, deuxième semaine, mais on était des enfants, on était turbulents, on était au cœur d'un grand marché où il y a des gens qui passent. Je veux acheter ceci, je veux manger ça, c'est beau. Donc elle se sentait dépassée, dépitée. Et dans le même temps, on voyait certains camarades de classe qui venaient au marché à midi, qui prenaient, comment je l'appelle, des plateaux et qui vendaient au marché pour aider leur mère. Eux, ils le faisaient sous la contrainte. Mais nous, on trouvait un certain plaisir parce qu'on veut les imiter. Alors, on a juste demandé à la vieille, s'il te plaît, achète-nous des plateaux, on veut vendre. Mais vendre quoi? Elle vend des pagnes, elle vend des produits cosmétiques. On ne va quand même pas remettre ces produits dans un plateau. Un gamin de quoi 7-8 ans va vendre. Alors, elle a commencé par vendre des cubes du Ducros. Vous imaginez? Et nous, en petite culotte kaki, t-shirt blanc, puis on laissait le haut à côté de chez elle. Et elle faisait un deal. À l'époque, le paquet de cubes, si j'ai bonne mémoire, se vendait à 800 ou 900. Si vous arrivez à vendre le paquet, vous avez 25 francs. Et de midi à 14h, on arrivait à en vendre 3 ou 4. Et vous savez ce qu'on faisait? Mon cousin et moi, quand on prenait le plateau, on s'éloignait d'elle, on commençait par pleurer. Puis, on a vite compris que, en fait, les bonnes dames prenaient en pitié les jeunes enfants qui vendent au marché. Et c'était devenu un jeu. Et c'est là, en fait, que j'ai pris goût à la vente. C'est là où j'ai compris qu'en fait, vendre, ce n'est pas que apporter des solutions, c'est aussi manipuler. La vente est un jeu de manipulation.
Il faut le faire en respectant des règles, des clauses, mais il faut le faire en étant authentique. En ne promettant pas quelque chose que la personne n'aura pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je vous dis que la chemise que vous avez portée, ce n'est pas du vrai blanc, et que je peux vous vendre une chemise blanche, pure blanche, en pur coton, à 100%, à 2 fois moins le prix auquel vous avez acheté celui-là, vous me croiriez, jusqu'à ce que je vous apporte la chemise. Et il suffit que quelqu'un dans votre entourage vous dise, cette chemise blanche-là, elle est belle. Lorsque je reviendrai vous voir, que je vous vendrai cette chemise 200 francs plus cher, vous l'achèterez. Parce que j'ai influencé votre notion de la qualité. C'est de la manipulation. Et c'est ce que font au mieux les communicateurs. Que la communication est un métier support à la vente. La communication sert à retravailler le mindset, à générer des biais cognitifs. Et donc c'est comme ça, par accident d'enfance, que je suis venu au métier de la vente. Mon métier de rêve, c'était de devenir pilote. Ou au pire des cas, journaliste d'investigation. J'ai entamé ma petite carrière commerciale, en tout cas ma petite carrière professionnelle. Je l'avais entamée sur le secteur ou sur le segment des biens de consommation courants. L'eau minérale. Mais en amont, avant d'en venir là, parce qu'il y a d'autres expériences professionnelles que j'ai eues qui m'ont d'ailleurs conforté. J'ai eu à travailler sur le segment des pneumatiques. Donc, pneumatiques, vous entendez pneus, mais pas des pneus de voiture, des gros pneus pour les Caterpillar et autres. J'ai intervenu également sur le segment des assurances. Assurance vie, pas IRDT, pas les assurances automobiles, incendie, pas les assurances risque IRDT, mais l'assurance vie. J'ai également œuvré pour une structure qui est basée dans la sous-région, qui intervenait dans la fourniture de solutions informatiques. Autrement dit, essentiellement dans la vente de serveurs informatiques à destination des institutions financières de la place. J'ai fait les matériaux de construction. J'ai fait un petit tour également en cabinet d'architecture. J'ai eu le plaisir de travailler dans une concession comme chef de vente. Et j'ai été responsable commercial dans une entreprise qui intervenait essentiellement sur le segment de la construction. En tout cas, dans l'accompagnement de la construction. Ce que nous appelons les centrales à béton. Et aujourd'hui, j'interviens sur un segment qui est tout autre. La climatisation industrielle. C'est pour montrer que mon parcours, je ne l'ai pas construit sur un seul secteur, mais je me suis évertué durant ces quelques années à toucher du doigt, d'autant plus que les opportunités se sont présentées, à toucher du doigt des domaines d'activité assez variés et différents. Et ce que j'ai le plus aimé durant ce parcours, c'est que je me suis rendu compte d'une chose simple. La technicité qu'on a, on ne la perd pas. On ne fait que la transvaser de bord à bord. La manière dont je peux vendre les services ou encore les produits non physiques que sont les assurances ne diffère pas trop de la manière dont je vendrai un véhicule. Les voitures. Parce que c'est, à mon humble avis, le métier que j'ai trouvé le plus facile à faire. Oui. En concession automobile. Je l'ai trouvé plus facile, très facile à faire. Vous savez ce pourquoi? Lorsqu'une personne rentre dans une concession automobile, il y a deux raisons. Soit le besoin immédiat, soit le besoin futur. Dans tous les cas, le besoin est là. Et ça vous facilite la vente. Ça vous facilite la vente. 80% du métier est fait, du job est fait. Il vous revient maintenant à vous, grâce à des questions, d'identifier, de comprendre, de saisir le besoin véritable du client et même lorsque vous n'avez pas la solution idéale, de lui proposer la voiture, moi je l'appelle la solution de remplacement, mais qui répond quand même à ses besoins.
même si cela nécessite une bonne connaissance des automobiles, une bonne connaissance de l'histoire des constructions automobiles, de l'histoire des marques automobiles. Et si je dois retourner sur un segment d'activité, certainement les voitures, pas parce que c'est plus facile, mais parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des marques chinoises, le métier se corse. Et il faut avoir une certaine expérience pour aider le client à faire son choix. Pas en lui vendant un véhicule, mais à faire son choix. Je dirais que le bon vendeur maîtrise les techniques de vente. Mais l'excellent vendeur va au-delà. Il construit une relation humaine. Il met l'humain au cœur de sa démarche de vente. Il ne cherche pas juste à vendre un produit, il cherche à combler un besoin, à donner des conseils, à orienter, à apporter une solution. Et tout vendeur qui veut exceller dans ce domaine doit obligatoirement développer cet aspect humain et relationnel. Une bonne écoute. On ne peut pas vendre une solution, un service, un produit si on n'écoute pas son interlocuteur, si on n'écoute pas son client. Écoute veut dire écoute active. Saisir les besoins, saisir les motivations, saisir les freins, mais aussi les influences autres qui interagissent auprès du client. Et cela se traduit par des questions ouvertes qu'on posera au client pour mieux cerner son besoin. Donc je dirais l'excellent vendeur, c'est celui qui fait preuve d'une écoute active. Je lui dirais de faire des erreurs. Oui. Vous savez ce pourquoi? Les leçons durement apprises, on ne les oublie jamais. Les erreurs que j'ai commises à mes tout débuts en tant que commercial, je ne les reproduis plus aujourd'hui parce que je sais ce qu'elles m'ont coûté. Et je vois d'autres aujourd'hui qui reproduisent le même schéma. Lorsque je leur dis, sur ce chemin, tu risques de perdre ta vente, tu risques, en tout cas peut-être aujourd'hui, de réussir ta vente, mais de ne pas continuer cette relation commerciale avec un client sur le long terme, ils ne comprennent pas. Lorsque ça arrive, ils me donnent raison. En fait, lorsqu'on commet des erreurs, on apprend les leçons. On comprend que ce que j'ai fait là ne doit pas se faire. D'autant plus que les livres ne nous disent pas tout. À l'école, on ne nous donne pas tout. C'est la raison pour laquelle on parle d'expérience pratique. Dans le métier du commercial, ce qui prime, c'est l'expérience pratique. J'ai eu la chance, dans mon petit parcours, d'avoir sous ma responsabilité des gens qui avaient plus de diplômes que moi. Mais d'un point de vue pratique, ils peinaient à closer. Ils peinaient à finaliser leur vente. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout faire à la lettre comme on nous l'a enseigné à l'école. Désolé. La pratique exige une certaine intelligence, mais aussi une certaine réactivité, un certain sens de l'adaptation vis-à-vis de votre client. Lorsque je suis devant vous pour vous vendre un appareil photo, je ne m'y prendrai pas de la même manière que lorsque je suis devant une dame ou lorsque je suis devant un père de famille qui veut faire un cadeau à ses enfants. Je m'adapte. Et ça, au début, c'est difficile pour tous les vendeurs. Donc, pour récapituler, lancez-vous à l'eau. Faites des erreurs, vous apprendrez. Ils parlent beaucoup, ils écoutent peu. Je suis passé par là, il faut le reconnaître. Mais en fait, au fil du temps, beaucoup de commerciaux ont compris, comme je l'ai dit un peu plus haut, qu'une écoute active permet de vite closer. Parce qu'on n'est plus dans une posture de celui qui vend, on est dans la posture de celui qui aide. Et pour aider, pour répondre à un besoin, il est impératif d'écouter la personne. Dans la vente aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont apporté, je dirais, une facilité dans la connexion entre le client et son vendeur ou son fournisseur, mais aussi dans la recherche d'informations.
que mènent les clients lorsqu'ils sont dans une situation de besoin. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui constituent une interface assez crédible qu'on peut utiliser à condition de maîtriser les codes et les rouages qui sous-tendent l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut bien publier sans vendre. On peut gagner en visibilité sans vendre. C'est là que vient la notion de crédibilité. Comment vous traitez les personnes qui s'intéressent à vos produits via les réseaux sociaux. La crédibilité. Beaucoup de personnes publient d'un premier point parce qu'ils veulent avoir de la visibilité. Ils cherchent à avoir de la visibilité au lieu de gagner en crédibilité. Lorsque vous fournissez des solutions, vous vendez des produits, ce n'est pas que le produit que vous vendez. C'est la manière dont ce produit va répondre aux besoins de votre interlocuteur, de votre client, de votre prospect, qui détermine si ce produit va l'attirer ou pas. Et derrière, qu'est-ce que vous lui offrez? Qu'est-ce qui lui permet de considérer que votre apport de solution se démarque des autres? Un vendeur de pagne publie tous les jours. Il y a d'autres vendeurs de pagne. Mais je préférerais acheter mon pagne chez telle personne, peut-être à cause du message commercial qu'il met derrière, peut-être aussi à cause de la manière dont il s'y prend pour expliquer ses services, ses produits et la manière dont il le met en valeur. Aujourd'hui, on peut vendre sur Internet. Je m'explique très simplement. Le métier du commercial de la vente n'a pas commencé par exister avec Internet. Elle s'est développée avec Internet. Il faut noter que déjà dans les années 1800-1900, le métier du commercial respectait un certain nombre de codes. D'où d'ailleurs le nom qui est venu après de technico-commercial. Parce qu'il est supposé avoir une maîtrise de ses produits, pouvoir démontrer, expliquer et combien plus, faire du pitch, s'approcher des autres, faire des démonstrations, expliquer. Donc oui, on peut vendre aujourd'hui sans Internet. La preuve, nos mamans, elles vendent, mais pas forcément sur Internet. J'ai eu la chance d'apprendre ce métier, en tout cas dans mes tout petites années, auprès de ma maman qui vendait des pagnes et des produits cosmétiques. Aujourd'hui, elle continue d'en vendre sans le faire par le biais d'Internet. Ce qui montre que ce métier, même lorsque la technologie disparaîtra, elle continuera d'exister parce qu'elle répond à des besoins vitaux des êtres humains. La vente s'opérait qu'avant que les réseaux sociaux n'existent, et même les techniques qu'on utilise aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand je parle de ciblage, positionnement, message, communication ciblée, message ciblé, tous ces éléments existaient avant l'avènement des réseaux sociaux. On fait juste une implémentation de ce qui existait d'une manière pratique sur le terrain avec les outils digitaux. Donc oui, la vente sur les réseaux sociaux peut se réussir. On peut ne pas passer par les réseaux sociaux. Tout dépend du positionnement qu'on a, des solutions, des services qu'on vend. La preuve, vous ne verrez jamais une publicité de Bentley. Pourquoi? Parce que ceux qui consomment ces produits n'ont pas le temps pour venir scroller sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez acheter une Porsche, une Ferrari, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pour montrer que oui, suivant le positionnement qu'on a sur le marché, on peut vendre soit sur les réseaux ou ne pas le faire. C'est une question de volonté. Je lui donnerai 2 conseils. Le premier, c'est de bien définir sa cible. De bien définir sa cible. Qu'est-ce qu'il veut vendre? Quelles personnes seront intéressées? Est-ce que les personnes qui vont acheter ces produits passent leur temps sur les réseaux sociaux? C'est assez important. Donc, question de cible. Et après, définir un positionnement. Le positionnement, c'est quoi? Comment je me démarque des autres qui font la même chose? Qu'est-ce qui rend ma proposition de valeur unique aux yeux du client? Lorsque vous arrivez à cerner ces 2 notions, à les décliner dans la pratique, c'est plus facile de vendre grâce aux réseaux sociaux. Les 2 vont de pair. Pourquoi je dis les 2 vont de pair? Vous ne pouvez pas vendre aujourd'hui, à l'heure actuelle, sans communiquer. Vous ne pouvez pas créer un argumentaire sans lui donner de la visibilité. À moins que vous vouliez faire du porte-en-porte. Là,
C'est vous-même qui développez votre argumentaire, votre message commercial devant chaque personne que vous rencontrez. Mais aujourd'hui, lorsque vous ciblez une catégorie de personnes et que vous souhaitez leur vendre ou leur proposer une solution, il est important d'utiliser le support des hommes qui maîtrisent les rouages de la communication. Ils vous permettront de faire la sélection des bons canaux, de traduire votre argumentaire avec les mots qui toucheront mieux votre cible, parce que c'est leur métier de maîtriser l'utilisation des mots. Combien plus de planter ces mots dans le décor qu'il faut. Les couleurs que vous utilisez pour communiquer, les polices que vous utilisez pour communiquer, la manière dont tout est agencé aujourd'hui détermine si vous allez closer votre vente ou si vous allez la perdre. Si vous venez me voir, je suis réfractaire, moi personnellement, à un certain nombre de couleurs. Si vous venez me voir habillé avec un certain nombre de couleurs, je suis désolé, votre solution peut être la meilleure parce que cette couleur, elle mérite. Je suis désolé, je ne vais pas la saisir. C'est une réalité. C'est ce pourquoi je disais en amont que le métier de la vente est un métier hyper exigeant. On ne se lève pas pour aller vendre. Il faut d'abord se renseigner sur votre interlocuteur. En tout cas, que ce soit une personne ou une entreprise, renseignez-vous sur cette entité. Quelles sont leurs valeurs? Qu'est-ce qui prime pour eux? Quel est leur segment d'activité? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Si vous y allez en vendeur, il y a 100% de chances que vous ratez votre vente. Si vous y allez en apporteur de solutions ou en conseiller, il y a de fortes chances que vous closez votre vente sans aller jusqu'au bout de la démarche. La vente des services numériques va de pair avec, comment vais-je dire, les biens physiques ou les biens et produits physiques. Puisque vous parlez c'est un bien digital en quelque sorte. La vente d'un bien digital respecte des codes. Je donne un exemple tout simple. Vous souhaitez, donnez-moi un exemple de bien, une application mobile. Lorsque vous voulez vendre par exemple une application mobile, il faut d'abord se demander qui sera le consommateur de cette application mobile. C'est la première question qu'il faut se poser. Une fois que vous l'avez identifié, vous vous demandez par quels canaux digitaux puis-je toucher cette personne ou toucher cette cible. En partant de là, vous créez toute votre stratégie commerciale digitale de communication là-dessus. Et il vous sera plus facile d'ailleurs de vendre ce produit. Donc oui, la vente des services ou des solutions ou encore des produits digitaux ou numériques se fait. Aujourd'hui, des gens développent des services comme des terminaux de paiement numériques qu'ils revendent. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui vendent même leurs canaux de communication TikTok et Facebook, suivant le nombre de visibilité qu'ils ont, d'abonnés qu'ils ont dessus et autres, parce que ça sert une cause. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Pour ma part, je prends le temps de réfléchir aux besoins de mon prospect, de mon client. Quel est son secteur d'activité? Quelles sont les difficultés éventuelles auxquelles ils sont confrontés sur ce secteur-là? Quelle est, lui, sa difficulté qui l'amène à s'intéresser à nos produits? Ou qui pourrait l'amener à s'intéresser à mes produits et services? Je fais cette réflexion et je prépare toute une série de questions, 2 ou 3 questions, qui pourraient amener mon interlocuteur à s'exprimer et à exprimer les raisons précises, fondamentales qui sous-tendent son besoin. Je vais répondre à votre question sur 2 aspects. Parce que lorsqu'on parle de pitch, on parle toujours de, comment vais-je dire, de prospection, de fidélisation. En termes plus simples, je vais dire, on est en train de chercher à qualifier le client. Parce que lorsqu'on rentre en réalité dans la phase pratique qui est la négociation porte sur plusieurs éléments. Et donc, en fait, vous n'aurez pas à construire un pitch, vous aurez plutôt à vous préparer en amont aux différentes éventualités qui s'offriront à vous. Je donne un exemple. Lorsque je dois aller voir un client pour négocier une affaire de 100 millions, 200 millions, je ne réfléchis pas à ce que je vais lui dire. Je réfléchis plutôt au piège qu'il peut me tendre dans cette négociation.
Il peut bien accepter de débourser les 100 millions cash, mais me contraindre sur le délai de livraison. Donc, la réflexion qu'on se fait en amont, la préparation qu'on fait en amont, ce n'est pas seulement les arguments à donner, non, mais c'est tout l'ensemble. Parce qu'il ne faut pas juste se focaliser sur le chiffre qu'on fait, il faut d'abord travailler sur l'ensemble. On peut bien faire un bon chiffre, mais les contours, les conditions qui sous-tendent ce chiffre font que lorsque vous allez analyser votre vente, elle ne sera pas rentable. D'où la nécessité, lorsqu'on part en négociation commerciale, de ne pas seulement se focaliser sur le montant en jeu, mais c'est beaucoup plus les contours qui semblent plus importants. Perdu des marchés, pas perdu des marchés, mais gagner des marchés que j'appelle des marchés poison. Parce qu'après exécution du marché, on a perdu de l'argent, on n'en a pas gagné. Je vous donne un exemple, très simplement. Il y a de cela quelques années, il y a eu un certain nombre de projets d'infrastructure qui ont été menés ici dans la capitale, essentiellement dans la zone portuaire. Et lorsqu'on négociait ce projet, parce que je faisais partie de l'équipe, on n'avait pas vraiment à l'idée qu'il y aurait un certain nombre de contraintes physiques sur le projet. Je donne un exemple assez précis pour l'illustrer. Dans notre logique, on aura à faire 8 heures de travail. Et c'est comme ça que le projet a été libellé. Mais sauf que dans la réalité, on commençait à 6 heures, on finissait à 22 heures. Les opérateurs qui intervenaient devaient être payés à partir de 18 heures en heures supplémentaires, ce qui n'était pas défini dans le canevas initial. Mais le projet exige qu'on puisse le faire ainsi pour rester dans les délais. Vais-je dire ou allons-nous dire non, on ne gagne pas de l'argent et on ne respecte pas l'engagement pris? C'est là qu'intervient la notion de respect mutuel et de respect de l'engagement pris. Donc oui, lorsqu'on ne se prépare pas bien pour une négociation, ce n'est pas que le chiffre qu'on perd, on perd sa crédibilité, on perd la confiance qu'on a, on perd la réputation qu'on a construite. D'où la nécessité, quand on va dans une négociation, de réfléchir à tous les éléments. En fait, de définir, moi je les appelle des boards, des limites. Je peux concéder ceci jusqu'à la limite de cela. Je peux faire ceci, je peux vous accorder cela. Et donc, lorsque je soumets mon offre, ce n'est pas qu'une offre financière, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui est en corrélation les unes avec les autres. Et ce qui permet, lorsque je perds sur un aspect donné, je récupère ce que je perds sur un autre aspect. Pour vendre un produit qui n'existe pas, c'est simple. Il faut créer le besoin. Je vais remonter dans le temps, juste quelques années en arrière, pour vous faire un petit rappel de mémoire. L'avènement de l'iPhone. Est-ce qu'il existait avant? Mais lorsqu'ils ont lancé le iPhone 1, il y a combien de personnes? Vérifiez les ventes. Il y a combien de personnes qui l'ont acheté? Le produit n'existait pas avant, mais ils ont suscité de l'engouement. Ils ont expliqué ce nouveau produit, les avantages qu'ils offrent. Ils ont expliqué en quoi ce produit se démarque des autres et combien plus ce que ce produit apporte d'une manière pratique. Donc, lorsqu'on veut vendre une nouveauté, il faut prendre le temps d'éduquer le marché. En tout cas, d'instruire le marché et de créer le besoin, de susciter le besoin. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela 3 ans, je travaillais sur un projet et il nous fallait commencer par rentabiliser les investissements alors que le projet n'était pas complètement abouti. Alors il a fallu que toutes les personnes qui étaient intéressées, qu'on soit transparent avec eux, qu'on soit honnête envers eux. On leur a dit, voilà là où nous voulons arriver, mais voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin que des gens nous fassent confiance, qu'on puisse grandir. Et on a donc été disponible à faire des réaménagements, aussi bien sur le prix, sur, comment vais-je dire, la manière dont ce produit sera mis en œuvre. Beaucoup ont accepté. Et aujourd'hui, on commence par voir ce projet, en fait, ces produits dans certaines villas à Lomé. Je préfère taire le nom du produit pour ne pas leur faire de la pub. Donc, en fait, tout produit, pour récapituler, je fais une synthèse simple. Tout produit qui n'est pas encore abouti, il est important de ne pas occulter que le produit n'est pas encore abouti.
Vous savez ce pourquoi? Parce que ça peut se retourner contre vous lorsque le produit... Non, pas échoue. Lorsque le produit aboutit, atteint votre désir tel que vous le portez. Vous arrivez à... Je donne un exemple. Vous voulez produire du carrelage. Vous avez vendu peut-être à d'autres personnes des carrelages de qualité moyenne. Et 2 ans après, boum, vous avez trouvé la formule. Votre carrelage, il est impec. Vous êtes sûr que ce client qui a acheté des carreaux chez vous il y a de cela 2 ans, il ne va pas regretter? Parce que vous lui aurez dit en ce moment, c'est le top de la qualité. Vous lui aurez menti. Mais lorsque vous lui aurez dit la vérité, écoute, ce projet, on est en train de travailler dessus, on est en train de l'améliorer, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, ça semble acceptable. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il s'engage avec vous, il le fait en toute conscience. D'où la notion d'authenticité. Il faut aujourd'hui que la prospection téléphonique est une véritable gageure pour beaucoup de personnes. Sauf qu'en fait, c'est une des techniques de prospection les plus faciles. Pourquoi? Chacun d'entre nous, nous prenons nos téléphones au quotidien, nous appelons des gens qui nous semblent inconnus, que nous ne connaissons pas, peut-être pour discuter de différents sujets qui n'ont rien à voir avec la vente. Mais lorsque nous les appelons, nous sommes dans quelle posture? Pas d'un vendeur, peut-être de quelqu'un qui apporte une solution. En fait, pour réussir dans la prospection téléphonique, il faut juste changer d'état d'esprit. Au lieu d'être un vendeur derrière son téléphone, il faut être quelqu'un qui apporte des solutions. Et partir de là, il est plus facile de pouvoir mener à bien sa prospection téléphonique. Tout en amont, bien sûr, se préparant. J'aime dire à mes collaborateurs, ceux à qui j'apporte un peu plus d'expérience, que lorsque vous voulez prospecter, vous devez vous préparer. La préparation peut prendre des jours, elle peut prendre des heures, elle peut se faire en quelques minutes. Tout comme vous pouvez vous préparer en 2 minutes et faire votre speech. Il m'est arrivé dans des situations où je n'étais pas là spécifiquement pour prospecter, j'étais là dans d'autres cadres, mais quand on me présente une personne qui a du potentiel à mes yeux, je fais quoi? Il est là, il est disposé. On est autour d'une table, on est autour d'un verre. Je fais mon speech. En étant moi-même, en étant naturel. Sachant que la personne en face de moi ne s'attend pas forcément à me voir là. Donc je m'efforce d'être court, de susciter son intérêt, de susciter sa curiosité et de le laisser sur sa faim. Et je le relance après pour continuer la discussion. Donc, toute prospection nécessite une préparation. Maintenant, quand il s'agit de la prospection téléphonique, en particulier, elle nécessite 2 fois plus de préparation. Pourquoi? Lorsque vous allez voir un client, dans un sens, un client physique pour le prospecter, il vous suffit de préparer votre speech, de vous préparer vous-même votre présentation, et le reste découle facilement. Mais lorsqu'il s'agit de faire une présentation ou une prospection téléphonique, il faut préparer le cadre dans lequel vous aurez à faire cette prospection-là. Imaginons que vous appelez un client, un potentiel client au bout du fil et que vous-même vous êtes au cœur du grand marché. Ce n'est pas l'emplacement idéal pour prospecter. Ou que vous êtes au bord d'une route où il y a des voitures qui passent. Ou encore que vous êtes dans une zone bruyante. C'est ce pourquoi je dis la préparation d'une prospection téléphonique nécessite 2 fois plus d'efforts qu'une préparation physique. Et quand il faut se préparer pour une prospection téléphonique, il faut non seulement se renseigner sur la disponibilité plus ou moins de cette personne, savoir qu'il y a des créneaux précis dans lesquels on appelle. On peut appeler des gens et qu'ils décrochent. Lorsque vous m'appellerez à 11h30 midi pour me parler de produits, services, vous êtes vendeur, tout ce qui est dans ma tête, c'est ma pause. Lorsque vous m'appelez à 7h30, 8h, alors que je viens à peine d'arriver au boulot, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai à faire. Mais lorsque vous m'appelez à partir de 10h, 10h30, dans ce créneau-là, j'ai déjà commencé ma journée. Je pourrais vous écouter et si nécessaire, demander à ce que vous me recontactez à une
là au moins vous aurez mon attention. Et ça va de pair avec tout le monde. Et lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone pour le prospecter, il est important que vous connaissiez l'identité de cette personne-là. On ne demande pas au téléphone « Bonjour, c'est monsieur un tel ?» Non. « Bonjour, moi je suis un tel. J'espère que je m'adresse à monsieur un tel. » Lorsque vous donnez le nom de la personne, « Ah, c'est bien monsieur Novi que je parle. » Il sait que vous êtes renseigné sur lui. Déjà, ce qu'on appelle la barrière de la crainte de l'inconnu tombe au téléphone. Si vous connaissez son nom, vous connaissez son identité, c'est que certainement vous êtes renseigné sur lui. C'est que peut-être potentiellement c'est un proche, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un qui vous a recommandé, qui vous a donné son numéro. Et viendra la question que tout le monde redoute. Qui vous a donné mon contact? Où avez-vous trouvé mon contact? Il est nécessaire de le préparer. Parce que je peux, moi personnellement, vous recommander des gens, vous donner les contacts et vous dire ne donnez pas mon nom. Si vous ne vous préparez pas, quand on vous demande où avez-vous trouvé mon contact, non, c'est... Il est nécessaire de se préparer. Et sachez que la prospection téléphonique, c'est les 30 premières secondes. C'est ce que vous aurez à dire dans les 30 premières secondes. Vous présentez, expliquez brièvement votre démarche qui permettra à votre interlocuteur de vous écouter jusqu'au bout. Sinon, vous allez parler pour parler. Mais c'est une formation que le cabinet Midec dispense régulièrement. Donc, vous pouvez vous rapprocher de Midec Consulting. Ils se feront le plaisir de vous accompagner dans la réussite de tout ce qui est formation à la prospection téléphonique et à la négociation commerciale. Il arrive des fois qu'on perd du temps dans une prospection. Soit parce qu'on a mal évalué le potentiel du client, du prospect, soit peut-être parce qu'on a mal saisi le besoin réel du client. Peut-être que c'est un besoin futur qui n'est pas encore là. Mais on le relance, on l'harcèle tous les jours. En fait, c'est nous qui perdons notre temps. Et à un moment donné, la personne se sent agressée. Rien que ça, il préférera choisir d'autres solutions. Pas parce que la solution que vous lui proposez n'est pas la bonne, mais parce que vous qui proposez la solution, vous n'avez pas su faire preuve de répartie et d'équilibre. Ah, comme tout échec dans la vie, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est vrai que ça nous affecte, nous qui sommes commerciaux, ça nous affecte, mais la logique voudrait qu'on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que c'est grâce en fait aux échecs qu'on apprend, qu'on grandit. Et Dieu seul sait combien d'échecs j'ai eu dans ma petite carrière de presque une décennie. Donc, je dirais relativiser, faire une analyse objective de ce qui n'a pas marché durant l'échange, se remettre en cause, sans pour autant se flageller continuellement parce que ça n'a pas marché. Parce qu'on aura un côté positif, on aura appris une leçon, la prochaine fois on la mettra en pratique. J'ai perdu une affaire assez importante, ça fait 2 ans et ça m'a beaucoup marqué. Je venais d'avoir une semaine hyper chargée et en fin de semaine, un samedi après-midi, je suis en train de me reposer quand un client m'a appelé avec un numéro que je ne connaissais pas malheureusement. J'ai pris l'appel avec une voix assez pâteuse, je n'ai même pas pris le temps de l'écouter. Et à ma grande surprise, le lendemain, le lundi matin, je découvre ce client qui m'avait appelé est passé à la concurrence. Depuis lors, je m'efforce de faire une chose simple. Lorsque je suis fatigué physiquement ou émotionnellement, ou encore que je suis préoccupé ou acculé par une tâche et que je dois recevoir un client important, son appel, je m'efforce de décrocher l'appel, de demander un petit report de 10-30 minutes, le temps que je sois en mesure de pouvoir échanger convenablement avec ce client et qu'il se sente à l'aise. C'est la leçon que j'en ai tirée. Et depuis là, ça marche. Le métier du commercial est un métier passionnant, c'est un métier d'homme, c'est un métier d'interaction. Le simple fait de savoir que tous les jours, vous avez la possibilité de rencontrer des personnes d'horizons différentes, de classes différentes,
aussi bien un vendeur du coin de la rue qu'à un patron de grande entreprise, c'est déjà une motivation pour moi. Parce que l'opportunité m'est donnée de construire derrière un réseau d'interaction, de connexion, un portefeuille assez important qui m'est utile après. Et c'est ce qui me motive dans ce secteur d'activité. De manière précise, je dirais dans le métier du commercial, je le résume d'ailleurs en 2 mots, c'est le respect mutuel qu'on fait preuve à l'endroit des gens et l'authenticité qu'on démontre. Ces 2 éléments jouent beaucoup parce qu'elles permettent de consolider la relation de confiance, de la réputation qu'on s'est construite sur plusieurs années. Et lorsqu'on manque d'authenticité, qu'on manque de respect mutuel, on passe à côté de beaucoup de choses. Aussi bien dans le métier de la vente que dans la vie, naturellement. Lorsqu'on prend un engagement dans la vie, il faut le respecter, il faut l'honorer. Que l'on soit commercial ou pas, le respect des engagements est une valeur intrinsèque que chacun d'entre nous doit avoir. Et c'est ce pourquoi je l'ajoute à l'authenticité. Chaque personne a sa manière d'honorer ses engagements. Donc, honorer ses engagements, faire preuve de respect mutuel, tout en demeurant soi-même, c'est la chose la plus simple que j'ai apprise. Des fois, mais dépend. Comment je veux dire? C'est une histoire qui m'a toujours marqué et qui me fait plaisir. Je vous la fais assez simple. Dans mes plus jeunes années, au début de ma carrière professionnelle, j'étais en charge d'une équipe de livraison. On était en train de faire une livraison à Lomé, un samedi matin aux alentours de 9h30. Et on a croisé un monsieur d'un certain âge qui était en train de faire son jogging. Je précise qu'à l'époque, j'étais team manager pour une équipe qui intervient dans la commercialisation de l'eau minérale. Donc, il se rapproche de nous gentiment, nous salue et nous demande si on pouvait lui offrir une bouteille d'eau. Ce qui, normalement, n'est pas permis puisque les bouteilles sont à vendre. Je lui ai offert une bouteille d'eau, je me suis intéressé à lui, ce qui l'a amené à courir tôt le matin. J'aimerais bien le faire, mais ce n'est pas le cas. On a échangé, j'ai pris son contact, on a échangé les numéros et j'ai continué ma petite bonhomme de route. 2 mois après, alors qu'en ce moment, j'étais sur une affaire assez importante dans la sous-région. Je cherchais le décideur et il s'avère que le jour finalement on m'accorde le rendez-vous, j'arrive, imaginez qui était en face de moi. C'était lui. Il ne se rappelait pas de moi, je lui ai juste rappelé. Quand on s'était déjà croisé, il m'a demandé dans quelles circonstances, je le lui ai rappelé. On n'a pas beaucoup discuté. Au bout de 5 minutes, j'avais mon projet en main. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et la leçon que j'en dégage, c'est de ne... Comment vais-je le dire simplement? De ne discriminer personne. Ce n'est pas parce que la personne semble ne pas avoir un certain charisme, n'a pas une certaine présentation qu'il faut le mettre de côté. Non. Les relations humaines en vente sont, en tout cas, est la chose la plus importante. Dans ma carrière professionnelle, je me vois dans un grand groupe opérant soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique générale, dans toute l'Afrique, sur des secteurs variés, avec des compétences variées, d'horizons différents, où les échanges ne se font pas parce que tel a fait telle école ou a tel background, mais parce que tel ou tel a telle capacité, sait faire ceci, sait faire cela. À la tête d'une direction commerciale marketing group ou à la tête d'une direction marketing group. Citation préférée, j'en ai plusieurs, mais il y a une préférée. Pour mieux vendre, il faut faire preuve d'authenticité. Il faut être soi-même. Cela sous-entend que chacun d'entre nous doit prendre conscience, chaque vendeur, chaque commercial doit prendre conscience de qui il est, de ses capacités, de ses potentialités. Et en face du client, de ne pas chercher d'être hypocrite, mais d'être soi-même, d'être détendu, d'être normal, de parler comme il a l'habitude de le faire, d'être naturel. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Mot de fin, je dirais
félicitations et courage à toutes les personnes qui ont embrassé ce métier, soit par passion ou par accident. C'est un métier passionnant, la vente. Et le faire permet de grandir, de se créer un réseau, et c'est ce réseau qui fait grandir. Donc j'encourage tous les commerciaux à se démultiplier, à être meilleurs demain qu'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.